Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour cette nouvelle édition de Sénat 360. Voici les titres. Les syndicats de police reçus par Gérard Collomb, le ministre de l'Intérieur fait face à la colère des forces de l'ordre après une série d'agressions. Ce matin, il a promis de nouveaux moyens et une vraie réponse sur le plan pénal. A-t-il convaincu? Nous serons en direct de la place Beauvau dans un instant. Les supermarchés Leclerc dans la tourmente de l'affaire Lactalis. Hier, ils ont reconnu avoir vendu des boîtes de lait infantile faisant l'objet d'une interdiction. Comment expliquer une telle faille? Quelles conséquences pour les consommateurs? Nous poserons la question à Alain Bazot, président de l'UFC Que Choisir. Les derniers vœux du Parti socialiste à Solferino. Le parti doit désigner son nouveau chef le 29 mars. Les candidats ont jusqu'au 27 janvier pour se déclarer. Ils sont pour l'instant 4 à vouloir succéder à Jean-Christophe Cambadélis. Reportage dans cette édition. Et je vous rappelle que vous pouvez réagir à tous nos débats en direct sur Twitter, le hashtag Sénat360. Pour m'accompagner cet après-midi, Saveria Rojek en direct du Sénat et Michael Zamès depuis la place Beauvau. Le multiplex, c'est tout de suite. Je vous le disais en titre, Gérard Collomb au chevet des forces de l'ordre. Ce matin, lors de ses vœux à Rouen, le ministre de l'Intérieur a voulu rassurer les policiers en leur promettant des moyens supplémentaires et un grand plan de modernisation et de rénovation des commissariats. Mais cet après-midi, c'est sur un autre front qu'il est attendu, celui des agressions de policiers. Justement, il reçoit les syndicats. Michael Zamès, vous êtes en direct de la place Beauvau avec Yves Lefebvre. C'est le secrétaire général d'unité SGP Police Force Ouvrière. Yves Lefebvre, vous allez être reçu dans quelques instants par le ministre de l'Intérieur. Vous espériez peut-être ou espérez rencontrer le président de la République. Est-ce que ça se fera peut-être d'ici quelques jours? Nous, la demande va partir, sinon ce soir, demain ou plus tard. Parce qu'on considère aujourd'hui que la réforme de la politique pénale et bien évidemment les réponses pénales qui devront décliner de cette nouvelle politique pénale relèvent de l'autorité, de l'arbitrage, on le sait, in fine, du président de la République. Donc aujourd'hui, c'est le président de la République qui devra trancher. Moi, cet après-midi, j'attends de Gérard Collomb qu'il prenne en compte nos demandes et qu'il puisse les relayer, bien évidemment, au plus haut niveau de l'État. Alors, est-ce qu'on peut essayer de détailler en quelques points très rapidement vos demandes? On imagine que tout ça vient après les différents problèmes qu'il y a eu, notamment celui de Champigny, notamment ces deux policiers qui ont été agressés et blessés. Vous savez, depuis octobre 2015, on avait initié un rassemblement avec toutes les autres organisations syndicales de la police nationale, tout corps confondu et tout grade confondu, place Vendôme. Déjà à l'époque pour réclamer protection et reconnaissance. Depuis, il y a eu des mesurettes. On a saupoudré quelques mesurettes qui ont été parfois même annulées à peine elles étaient mises en application. Donc nous, ce qu'on attend aujourd'hui, ce sont des peines minimum d'emprisonnement. C'est-à-dire qu'un individu ou des individus jugés, bien évidemment, et jugés comme étant coupables de ces violences policières, devront être condamnés à une peine minimum d'emprisonnement qui ne sera absolument pas assujettie, selon nos desiderata, à un quelconque sursis. Elles ne devront bien évidemment certainement pas être aménagées. Et bien évidemment, si sursis en amont il y avait déjà, le sursis devra être révoqué. Ce sont les principales mesures que nous souhaitons voir obtenir au plus haut niveau de l'État. Est-ce que vous jugez que le ministre de l'Intérieur aujourd'hui, qui a effectivement condamné ces actions et qui a fait quelques propositions dans un premier temps, vont assez loin? Chéril, vous savez, le ministre de l'Intérieur, moi j'attendais que le ministre de l'Intérieur nous apporte son soutien, ce qu'il a fait immédiatement, au même titre qu'Emmanuel Macron. Le ministre de l'Intérieur nous reçoit aujourd'hui. C'est une avancée déjà. Mais on sait pertinemment, en étant un peu, je dirais, observateur de ce qui se passe en politique, que malheureusement le ministre de l'Intérieur ne peut pas décider à lui tout seul. Donc, le ministre de l'Intérieur l'a clairement dit ce matin, il espère que effectivement ceux qui défendent les valeurs de la République, ceux qui risquent leur vie tous les jours, ce qui est notre cas, doivent être effectivement protégés. Maintenant, ça ne dépend pas que de lui. Et des mesures législatives, est-ce que vous attendez aussi des mesures budgétaires? Est-ce que vous demandez plus d'argent, plus de policiers sur le terrain? Alors, plus de policiers sur le terrain, vous savez, il y a un plan de 7500 policiers durant qui a déjà été proposé. qui a déjà été proposé, qui a déjà été validé. Là, c'est un point positif. Ça vient derrière ce qui avait déjà été fait par François Hollande. Et qui plus est, ça vient après les abandons de poste. Je dirais qu'aujourd'hui, soyons objectifs, aujourd'hui, on va dans le bon sens. En termes de matériel, il en manque encore. Mais là encore aussi, ça commence à arriver dans les services. Il reste un problème d'immobilier aujourd'hui dans la police. Il reste aussi un gros problème, c'est le problème du temps de travail aujourd'hui. Et il y a bien évidemment le fléau des suicides dans la police. Alors, vous savez, avec la violence particulièrement palpable, particulièrement relayée, qui aujourd'hui on est passé de violence, moi je considère qu'on passe parfois à des tentatives d'homicide, tel c'était le cas à Champigny ou à Argenteuil. Maintenant on a besoin aussi d'éradiquer le risque de suicide dans nos rangs et de permettre aux policiers d'être bien dans sa tête. Un policier, s'il veut être efficace sur le terrain, bien défendre la République, il doit être bien dans sa peau, bien dans sa tête. Ça, on imagine donc que le message va passer auprès du ministre de l'Intérieur et peut-être du président de la République. Merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions. Vous allez donc être reçu dans quelques instants.
Merci à vous, Mickaël. On vous retrouvera tout au long de cette édition. Et justement, vous en parliez avec votre invité, Mickaël. Gérard Collomb représentait ce matin ses vœux à la police nationale depuis Rouen, dans un contexte, on vient de l'entendre, tendu. Le ministre de l'Intérieur a promis 196 millions d'euros pour rénover les commissariats et des effectifs en plus, sans préciser pour autant les contours de la future police de proximité. Héloïse Grégoire. Une policière au sol rouée de coups, 2 policiers agressés à Champigny-sur-Marne. La police nationale attendait aujourd'hui des réponses fortes de la part du ministre de l'Intérieur. Et lors de cette traditionnelle cérémonie de vœux, Gérard Collomb a tenté de rassurer les forces de police. La République n'acceptera que l'on roue de coups une policière. Jamais la République n'acceptera qu'on insulte des femmes et des hommes qui consacrent leur existence à servir leurs compatriotes. Ce déferlement de haine, d'ailleurs, ce n'est pas la France. De tels actes seront toujours poursuivis avec la plus grande fermeté. L'agression de 3 policiers à Champigny-sur-Marne a provoqué une vive émotion au sein de la profession. Afin de dénoncer ces violences, des rassemblements ont été organisés un peu partout en France. Mais 3 ans après Charlie, les images de 2015 de cohésion et d'unité semblent désormais bien lointaines. Au caractère répétitif de ces incidents s'ajoute un manque de moyens et d'effectifs régulièrement dénoncés par les syndicats. Gérard Collomb vient d'annoncer la création de 1400 postes supplémentaires en 2018, alors que l'expérimentation de la police de sécurité du quotidien doit commencer début février. Et on reparlera de toutes ces annonces du ministre de l'Intérieur dans notre second débat à 17h30. C'est un nouveau rebondissement dans l'affaire Lactalis. Hier, l'enseigne Leclerc a reconnu avoir vendu des boîtes de lait infantiles, pourtant concernées par le rappel de l'industriel. Un nouvel épisode qui risque encore d'accroître la méfiance des consommateurs vis-à-vis de la filière agroalimentaire. Cécile Sixou. C'est grâce à une consommatrice que l'affaire des laits contaminés refait surface. Fin décembre, Lactalis retire de la vente des laits pour bébés infectés au salmonelle. Début janvier, la jeune maman s'étonne de pouvoir en acheter dans un supermarché Leclerc. Elle donne l'alerte. Malgré la demande de retrait, la grande enseigne continue de vendre les produits contaminés par la bactérie. Un raté assumé par le directeur général de la grande distribution, Michel-Édouard Leclerc. Moi-même, j'ai été atterré. Je pensais que tout était nickel. Et en fait, c'est suite à des retours de clients, notamment à Seclin, dans les Hauts-de-France, que du coup, j'ai en mode panique, demandé un audit, un état des lieux de tout ce qu'on pouvait trouver en magasin. Au total, 984 boîtes infectées ont été vendues depuis la demande de retrait et concernent 782 clients. Leclerc assure avoir contacté plus de la moitié des personnes concernées, retrouvées grâce à leurs données bancaires ou leur carte de fidélité. Le gouvernement assure de son côté qu'il fera la lumière sur les responsabilités de chacun dans cette affaire. Il faudra déterminer les responsabilités et ça, ce sera fait avec la plus grande, je l'espère, rapidité et sévérité si les responsabilités sont avérées. Mais moi, je veux d'abord appeler ce matin, je profite de l'antenne que vous m'offrez, le numéro vert 01 71 53 51 20 pour des enfants. Si vous avez des enfants qui souffrent de difficultés, vérifiez les lots. Ce numéro vert, il est utile et c'est la santé des enfants qu'il faut préserver. Les responsabilités seront déterminées. Je rappelle que c'est un délit pénal si il y a eu une dissémination. Pour le moment, on recense une trentaine de nourrissons atteints de salmonellose. Des parents et UFC Que Choisir ont porté plainte. On va retrouver Saveria Rojek en direct de la salle des conférences du Sénat pour une première réaction à cette affaire avec Sophie Primas. C'est la présidente de la commission des affaires économiques du Sénat, sénatrice Les Républicains des Yvelines. Absolument. Bonjour Sophie Primas. Bonjour. Merci de répondre à nos questions. Quelle est votre réaction après cette affaire Lactalis, après Leclerc? On vient d'apprendre qu'une enquête interne est également en cours chez Intermarché. Votre réaction donc face à cette affaire? Écoutez, c'est une affaire qui est très sensible parce qu'évidemment, elle touche des enfants, elle touche la sécurité sanitaire de bébés. Donc évidemment, c'est extrêmement sensible. Je tiens à dire qu'heureusement, cet incident sanitaire, à ma connaissance aujourd'hui, ne comptabilise qu'une trentaine de cas connus. Qu'heureusement, je crois qu'il n'y a pas de péril définitif pour ces enfants. Et bien évidemment, heureusement, on voit la sensibilité très très importante. Et en même temps, c'est un incident industriel
qui est grave, qui est très important, mais heureusement dont la conséquence à ce jour n'est pas encore terrible. C'est un incident, pas un scandale? Alors, on parlera de scandale, c'est effectivement dans les enquêtes qui vont être faites, la responsabilité avérée de l'un des acteurs de la chaîne est évidente. Aujourd'hui, quand vous faites de la production industrielle alimentaire, ce qui est le cas là, il peut y avoir des incidents. Dès que ces incidents sont détectés, il faut que la chaîne soit arrêtée, qu'elle soit nettoyée, que les distributeurs soient prévenus convenablement, que les produits soient retirés. Aujourd'hui, il semble que cette chaîne, malgré tout, n'ait pas si mal fonctionné que ça. Alors même si aujourd'hui, effectivement, on s'aperçoit que certains produits n'ont pas été retirés chez Leclerc ou chez Intermarché ou chez quelques pharmaciens, il faut donc améliorer la chaîne de contrôle pour éviter ce genre de situation. Michel Leclerc, le patron du groupe Leclerc, reconnaît un bug inadmissible. Pensez-vous qu'il soit juste de qualifier cette affaire de bug alors que ça concerne justement la santé publique et en particulier les nourrissons? Alors je pense que bug, c'est peut-être pas le bon mot, mais vous savez, je crois que je ne défends pas Michel-Édouard Leclerc, mais je rappelle simplement que Michel-Édouard Leclerc est à la tête d'un mouvement qui est un mouvement d'indépendants. Et donc chaque patron de magasin est responsable du management de son magasin. Moi, je veux savoir si l'information est bien arrivée dans chacun des magasins, et ensuite, si effectivement il y a eu un défaut de management pour retirer les produits, là, il y a une responsabilité qui doit être appelée. Sophie Primas, vous êtes présidente de la commission des affaires économiques. Oui. Est-ce que vous allez demander une audition, pourquoi pas la mise en place d'une commission d'enquête sur cette affaire? Écoutez, c'est un peu prématuré pour le moment. Je pense que cette affaire met en avant qu'il est possible et nécessaire, absolument nécessaire, encore d'améliorer le contrôle sanitaire qui comprend le contrôle depuis la production, les services de l'État, la distribution. À ce jour, je pense qu'il faut laisser passer un tout petit peu de temps pour voir si ça nécessite une commission d'enquête. Il y a des plaintes qui ont été déposées, donc il va y avoir une enquête officielle qui va être faite. Je pense qu'il faut laisser cette enquête. Et qu'en est-il très rapidement, qu'en est-il de la responsabilité du gouvernement? Un contrôle partiel dans l'usine incriminée a eu lieu en septembre dernier et n'avait révélé aucune anomalie. Donc si ça n'a révélé aucune anomalie, c'est difficile de... Alors que la bactérie était présente. Alors que la bactérie était présente, mais dans une autre unité de production, semblerait-il. Bon, que le contrôle et la présence de la bactérie ne soient pas sur les mêmes chaînes de production, car je rappelle que dans cette usine, il y a plusieurs productions et pas uniquement du lait infantile. Donc je pense que ça pose le problème des contrôles sanitaires. Ces contrôles sanitaires sont très importants. Je crois qu'il y en a eu 55 000 l'année dernière par la Direction générale de l'alimentation. Donc c'est là où je pense qu'il faut améliorer la chaîne de contrôle sanitaire de nos usines de production. Merci Sophie Primas d'avoir répondu aux questions. Merci beaucoup. Plaisir. Merci à vous, Saveria, pour cette première réaction. 2018, l'année sera déterminante pour l'avenir du Parti socialiste, qui se cherche un nouveau premier secrétaire. 4 candidats sont officiellement en lice, prêts pour un véritable devoir d'inventaire. Jérôme Rabier. Après une année 2017 catastrophique et pour ses derniers vœux à la presse depuis son siège historique de Solferino, le Parti socialiste rêve d'une année 2018 sous le signe de la Renaissance et compte faire entendre sa voix. Et les socialistes ne sont pas coincés entre marcheurs et insoumis. Les socialistes se tiennent à mi-distance entre un passé illustre et un avenir à bâtir. Mais avant le congrès d'avril et l'élection de son premier secrétaire fin mars, le PS devra aussi tirer les leçons du passé, avertit le coordinateur national. Le devoir d'inventaire s'impose. Un devoir d'inventaire ni à charge ni à décharge. Il devra être à la fois rigoureux et lucide. Nous devons à la fois le porter sur notre action, notre pratique du pouvoir, ainsi que les relations entre le parti et le pouvoir que nous sommes en responsabilité. Un constat partagé par l'un des candidats en lice, Emmanuel Morel, tenant de l'aile gauche, l'eurodéputé défie ceux qui seront dans la continuité de François Hollande. Au moins l'avantage avec Stéphane Le Foll, c'est qu'on aura un débat sur la ligne, sur le quinquennat, parce que moi je pense qu'il faut quand même peut-être pas régler les comptes, mais en tout cas tirer les conséquences du quinquennat, des erreurs que nous avons faites. Et donc il y aura un débat très intéressant, y compris sur les alliances et sur ce qui fait l'identité socialiste aujourd'hui. Avec l'entrée en lice aujourd'hui du patron des députés socialistes Olivier Faure et la candidature de Luc Carvounas, ils sont désormais 4 prétendants en compétition. Le parti que beaucoup décrivent comme moribond parvient au moins à susciter la convoitise en interne.
Et on poursuit notre multiplex avec vous, Saveria Rojek, toujours en direct de la salle des conférences du Sénat, pour une réaction à cette actualité du Parti socialiste avec l'ancienne ministre du Logement, la sénatrice socialiste de Paris, Marie-Noëlle Lienemann. Bonjour Marie-Noëlle Lienemann, merci de répondre à nos questions. Il y a donc aujourd'hui 4 candidats officiels à la tête du parti, pour prendre la tête du Parti socialiste, 4 hommes, pas une seule femme. Est-ce que vous allez être cette femme, Marie-Noëlle Lienemann? Est-ce que vous allez vous aussi briguer la tête du parti? Non, je soutiens Emmanuel Morel. Il y a eu une femme première secrétaire, donc il ne faut pas croire que le PS est fermé. Selon les périodes, il y a des femmes qui pensent ou non devoir porter l'avenir du Parti socialiste. Moi, pourquoi je soutiens Emmanuel Morel? Parce que je crois qu'il faut ouvrir une nouvelle page. Et il faut donc partir sur une nouvelle synthèse. Alors, pas la synthèse combination, plus petit dénominateur commun, mais qu'est-ce que c'est qu'aujourd'hui le projet socialiste des temps nouveaux? Je crois qu'il faut retrouver nos fondamentaux, qui ne sont pas disqualifiés, qui, au contraire, quand on voit les dégâts du libéralisme, doivent reprendre tout leur lustre en s'actualisant. Emmanuel Morel est porteur d'une volonté de cette nouvelle synthèse, sans faire semblant de ne pas penser à derrière nous, parce que les électeurs ont été très clairs, et le discrédit est redoutable. Mais en ne passant pas notre temps à régler les comptes d'hier, en tirant les leçons de ces échecs pour rebondir et offrir aux Français une vision d'avenir qui nécessite le rassemblement des forces de gauche. Le premier choix que devront faire les socialistes, c'est est-ce qu'on veut être un parti de centre-gauche qui va servir de PRG, avec tout le respect que j'ai pour le PRG d'Emmanuel Macron, ou est-ce que nous pensons que la France a besoin d'une gauche, que dans cette gauche, elle a toujours été diverse, qu'il y a donc un challenge avec Jean-Luc Mélenchon, mais qui est bien un rassemblement. Et ce challenge, c'est retrouver un parti socialiste qui porte notre histoire, nos valeurs et une certaine idée de la gauche de gouvernement. Une trentaine de cadres du Parti socialiste ont signé dimanche dernier une tribune dans le JDD pour appeler le PS et sa direction à se réveiller. Il est encore temps donc qu'il se réveille. Il n'est pas définitivement mort, il n'est pas moribond, le parti aujourd'hui? Moi, j'ai quelqu'un qui est toujours cru au Parti socialiste. Et donc, c'est pas quand il est en difficulté que je quitte le navire ou que je fais la mauvaise tête en disant gna gna. Non, il faut proposer aux militants une voix. Il faut leur porter un discours d'optimisme et de confiance. Pourquoi je suis optimiste et confiante? Bien sûr, pas l'état du parti en tant que tel, mais je suis confiante parce qu'il y a une attente de gauche dans ce pays. Et quand je le dis, je prends appui sur le fait qu'on nous raconte Emmanuel Macron, c'est un nouveau cycle. Non, c'est la fin d'un cycle. Il veut nous faire aller jusqu'au bout de la logique libérale. Sauf que la logique libérale, partout ailleurs, elle va mal. Donc c'est le temps pour les socialistes de ne pas laisser l'extrême droite être la seule alternative. Et moi, je pense que nous avons cette responsabilité et cette possibilité. Donc j'ai un discours optimiste, mais lucide. Ça n'est possible que si on change quand même beaucoup de choses. Quand on dit on change tout, c'est souvent ceux qui ont tout accepté, qui veulent tout changer. Il faut changer beaucoup de choses, mais pas nos fondamentaux socialistes. Alors justement, on parlait de changer. Est-ce que le parti doit changer de nom? Oui, alors ça, c'est toujours les gadgets. Quand on ne veut pas avoir le débat de fond, c'est est-ce qu'on est un parti libéral ou antilibéral? Est-ce qu'on est un parti républicain ou simplement démocrate à l'américaine, en acceptant des compromis avec du communautarisme ou pas? Est-ce que nous sommes un parti écologiste et pas l'écologie, je peinture en vert les vieilles politiques, mais ce qu'on appelle l'éco-socialisme? Est-ce qu'on est un parti pour le rassemblement des forces de gauche ou est-ce qu'on est un parti de centre-gauche? Voilà, c'est des vrais débats de fond. Et moi, je pense que, par exemple, quand on voit le poids des GAFA, le poids de comment on est dessaisi de notre pouvoir, la question démocratique est évidemment centrale. Très bien, merci beaucoup. Merci Marie-Noëlle Lienemann d'avoir répondu en direct à nos questions. Merci. Merci à vous, Saveria. Alors que la décision du gouvernement sur l'aéroport de Notre-Dame-des-Landes est attendue d'ici la fin du mois, les associations en faveur de sa construction ont abattu ce matin leur dernière carte. Elles demandent à Emmanuel Macron de tenir ses engagements et dénoncent les mensonges, je cite, du rapport des médiateurs. Quentin Calmy. Ils n'en démordent pas et veulent toujours de Notre-Dame-des-Landes. Ces responsables d'associations sont venus à Paris pour défendre une nouvelle fois le transfert de l'aéroport. Depuis un mois, ils en sont conscients. La solution alternative d'un agrandissement de Nantes Atlantique, le site déjà existant, a le vent en poupe. Les médias ont relayé largement le rapport des médiateurs et l'ont pris comme une vérité absolue. Donc évidemment, dans l'opinion publique, ils ont l'impression, puisque c'est ce qu'on leur dit, que ah bah oui, il y avait une autre solution, on peut aménager notre Atlantique, on ne nous l'avait pas dit. Ce qui, vous le savez bien, c'est faux.
Des associations qui entendent dénoncer ce qu'elles appellent un enfumage autour du rapport remis mi-décembre par 3 médiateurs. Un rapport qui multiplierait selon eux les contre-vérités, avec un exemple, celui du coût de l'agrandissement de Nantes Atlantique. Estimé à 595 millions par les médiateurs, ces associations l'ont chiffré à 1 milliard d'euros. De quoi alimenter des doutes selon eux sur les capacités des 3 médiateurs. Probablement qu'un tel dossier et dans une telle complexité aurait probablement mérité un tour de table médiateur plus nombreux, plus divers et aussi plus puissant, je veux dire, en capacité d'analyse et d'investigation. À Matignon, officiellement, aucune décision n'est arrêtée. Le Premier ministre consulte encore les élus locaux avant l'annonce définitive attendue à la fin du mois. Et on ouvre le débat dans Sénat 360 avec mes invités sur ce plateau. Alain Mustière, bonjour, merci d'être avec nous. Vous êtes le président de l'association des Ailes pour l'Ouest. J'accueille également Yvan Fouquet, bonjour. Vous êtes cofondateur du collectif L'Atelier Citoyen. David Cormont est également avec nous sur ce plateau. Bonjour, vous êtes le secrétaire national d'Europe Écologie Les Verts. Et Stéphane Bernier nous accompagne. Bonjour, vous êtes le directeur de la rédaction parisienne de Ouest France. Bonjour. Alain Mustière, on vient d'entendre avec d'autres associations, vous contestez ce rapport des médiateurs. Vous estimez notamment que depuis de nombreuses années, on a passé sous silence cette possibilité d'extension de Nantes Atlantique, comme si on la découvrait avec le rapport des médiateurs. Avant d'en parler, je vous propose d'écouter ce qu'en disait justement une des médiatrices, Anne Bocquet, suivie d'un autre médiateur, Michel Badré. On les écoute. Pour que le gouvernement arrive aujourd'hui à décider, il n'y a pas simplement que Notre-Dame-des-Landes. Le projet de transfert, il y a aussi une autre possibilité qu'il faut regarder sérieusement, qui est celle de l'aménagement de Nantes Atlantique. De même que je disais tout à l'heure que pour Nantes Atlantique, le handicap principal, c'était le bruit. Pour Notre-Dame-des-Landes, le handicap principal pour nous, c'est l'étalement urbain qui est nettement plus fort que dans l'option Nantes Atlantique. Alain Mustière, c'est un mensonge que disent aujourd'hui les médiateurs. Cette possibilité avait déjà été étudiée et écartée d'extension de Nantes Atlantique. Écoutez, tout au long, merci d'abord de me recevoir. Je constate que j'ai en face moi 2 personnes qui sont opposées, je suis tout seul. Donc j'ai essayé de défendre le projet au mieux. Et j'espère que je bénéficierai du temps de parole en conséquence. Tout au long de ce projet depuis 2003, depuis le débat public 2003, les opposants demandent à ce qu'il y ait une contre-expertise. Elle est faite avec l'étude de rester à Nantes Atlantique. Ensuite, il y a eu 2 autres études, une dans la commission de médiation de M. Hérault et une autre dans la commission de Ségolène Royal. Je fais des raccourcis. Et le 3e document de la possibilité de rester à Nantes Atlantique, c'est le document de vote des élections du 26 juin, où clairement dans ce document, d'ailleurs sont exposés les oppositions des opposants, le coût est chiffré. Enfin, il y a vraiment les Nantais, les gens de Loire-Atlantique ont voté à partir d'un document où l'option de rester à Nantes Atlantique figurait dedans. Comment expliquez-vous, justement, Yvan Fouquet, ce que cette option finalement ressurgisse, cette possibilité d'extension de l'existant de Nantes Atlantique ? Elle ne ressurgit pas vraiment, en fait. Elle n'a jamais été réellement étudiée, contrairement à ce que dit M. Mustière. Cette possibilité d'extension, ces possibilités d'extension, de réaménagement de l'aéroport existant a toujours été au contraire mis de côté ou alors grossi. Effectivement, la DGAC a fait une étude en 2013 sur ces possibilités, mais sur lequel le rapport des médiateurs revient et montre que tout a été, les prix ont été gonflés, que le projet a été complètement grossi. Pour montrer que c'était pas possible de faire une extension, alors que tous les aéroports dans le monde, en fait, connaissent des extensions, et c'est quelque chose de très courant, finalement. Nous, on avait montré, avec ce dossier noir de la DGAC, que la Direction Générale de l'Aviation Civile. La Direction Générale, voilà, c'est le dossier noir de la Direction Générale de l'Aviation Civile, que globalement, tout ça avait été un peu manipulé, et là, en fait, ce qu'on montre quand même, c'est qu'on est face une sorte de mensonge d'État et sur lequel je pense qu'aujourd'hui, grâce au rapport du médiateur, tout est remis à plat.
Mensonge d'État, les mots sont très forts. David Cormand, est-ce que vous avez plutôt bien accueilli ce rapport des médiateurs? Est-ce qu'il pose bien le problème selon vous? Ou est-ce que désormais les citoyens et puis les élus qui vont devoir se décider ont toutes les options sur la table? J'ai envie de vous dire oui et enfin. Parce que la difficulté dans cette affaire, c'est que depuis le début, on a présenté cette histoire de Notre-Dame-des-Landes comme un projet d'aménagement du territoire. C'était en fait un projet de déménagement du territoire. Il s'agissait pour la métropole de Nantes de récupérer de la maîtrise foncière sur l'emplacement de l'actuel aéroport. Et pour cela, il fallait bien le déplacer. Et où est-ce qu'on le déplace? Eh bien, dans la nature et dans des endroits où il y a des paysans. Et donc, depuis le début, et d'ailleurs notamment au moment de la consultation citoyenne qui avait eu lieu, on a dit, que c'était nécessaire qu'il y ait un périmètre de consultation qui soit adapté à vraiment la portée de cet aéroport, qui est présenté comme un aéroport du Grand Ouest. D'ailleurs, votre association s'appelle l'aéroport, ça s'appelle des ailes pour l'Ouest. Des ailes pour l'Ouest, c'est pas des ailes pour la Loire-Atlantique, c'est des ailes pour l'Ouest. Et deuxième effet, c'est pour ça que je suis très content du rapport des médiateurs, nous on souhaitait qu'il y ait une alternative qui soit présentée. Ça ne soit pas oui ou non à Notre-Dame-des-Landes, mais quel projet d'aéroport, l'extension de l'actuel aéroport de Nantes-Atlantique ou bien un nouvel aéroport à Notre-Dame-des-Landes. Et là, ça aurait permis de pouvoir vraiment mettre sur la table les deux options. Alors, Stéphane Vernet, vous qui suivez ces dossiers depuis de nombreuses années pour Ouest France, est-ce que c'est un élément nouveau, cette possibilité d'extension de Nantes-Atlantique ? Mais ce qui est nouveau, c'est ce qu'a dit Édouard Philippe le jour où il a présenté le rapport des médiateurs. Il a dit on n'est plus dans une posture qui consisterait à dire c'est Notre-Dame-des-Landes ou rien. Donc que l'alternative ait été étudiée à fond ou pas avant, elle revient sur la table et elle est présentée à nouveau comme quelque chose de crédible. Et en gros, le gouvernement dit, enfin en tout cas ce que montre le rapport et ce qui permet au gouvernement, ce rapport permet au gouvernement de dire, on peut répondre à l'objectif de l'Ouest qui est d'avoir un aéroport dont la capacité est doublée. Parce qu'effectivement, cet objectif-là, il ne concerne pas Nantes. Enfin, si vous voulez, dans ce dossier-là, on conjugue ou on mélange des choses très diverses. C'est-à-dire qu'il y a la problématique nantaise de la présence de l'aéroport au milieu de la ville, des nuisances, du problème du foncier, de la dangerosité que ça présente aussi et qui est malgré tout réelle, avec le besoin de desserte ou d'amélioration de la desserte aérienne pour l'ensemble de l'Ouest. Et là, qui concerne, ça va jusqu'à Brest, à Granville, à Saint-Malo. Enfin, il n'y a pas que Nantes qui est concernés. Il ne faut pas oublier que aujourd'hui la Bretagne et tout l'Ouest en fait, au niveau européen, c'est ce qu'on appelle une région périphérique, ce qu'on appelle la banane bleue, c'est-à-dire le cœur de l'Europe. Il passe par Strasbourg au niveau français. Il passe pas par la Bretagne. Donc il y a un besoin d'avoir une meilleure desserte de l'Ouest, qu'on soit pas obligé d'aller à Paris en fait pour pouvoir voyager, de pouvoir partir directement de l'Ouest avec un aéroport qui soit bien dimensionné, qui soit efficace. C'est un vrai enjeu de développement. Cette notion ou ce sentiment d'être une région périphérique, c'est quand même le sentiment qui a mis le feu aux poudres au niveau de l'écotaxe et dans le mouvement des bonnets rouges. Donc il y a les deux qui existent, si vous voulez. Est-ce que vous avez eu le sentiment, Stéphane Vernet, que le rapport des médiateurs tranchait finalement en faveur de l'une ou l'autre des solutions? Non mais ça a été beaucoup dit, notamment par les partisans de l'aéroport de Notre-Dame-des-Landes. C'est Bruno Retailleau, qui est le sénateur de Vendée, qui est monté au créneau, le sénateur LR de Vendée. Il est monté au créneau à plusieurs reprises en disant que 2 des 3 médiateurs étaient connus pour avoir pris des positions par le passé contre Notre-Dame-des-Landes. Il a remis en cause... Ce qui est vrai. Alors peut-être, mais écoutez, moi je pense que ce qu'il faut regarder aujourd'hui, c'est ce qu'il y a dans le rapport. Et je reviens aussi à l'annonce qui avait été faite par Édouard Philippe, le Premier ministre, le jour où il a présenté le rapport des médiateurs, il a dit « si on se donne du temps supplémentaire avant de décider, c'est parce qu'on va vérifier aussi techniquement ce qui est présenté dans le rapport. Est-ce que les chiffres sont bons? Est-ce que les hypothèses sont viables? Voilà, ce travail-là, il est en train de se faire. Alors justement, Stéphane Vernet, puisque vous parlez de la méthode du gouvernement, celle de la concertation, les élus locaux, les parlementaires sont reçus à Matignon depuis lundi sur cette question. Je vous propose d'écouter Édouard Philippe. C'était justement avant ces concertations. Il explique la méthode du gouvernement sur ce dossier. Je veux pouvoir discuter avec l'ensemble des élus concernés, les élus municipaux, les élus régionaux et les parlementaires à partir de vendredi et la semaine prochaine. J'ai beaucoup de réunions organisées à mon agenda où je vais pouvoir les entendre sur
leur conception de ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire, mais aussi sur la façon dont ils interprètent le rapport que nous avons demandé au mois de juin et qui est à l'origine finalement du choix que vous évoquez entre le réaménagement de l'actuel aéroport de Nantes Atlantique et puis le développement d'une nouvelle plateforme. On est bien d'accord que c'est ira de pair. Alain Mustier, est-ce que vous saluez malgré tout la méthode du gouvernement, ces concertations avec les élus locaux, cette façon peut-être de voir justement, de peser toutes les solutions possibles pour peut-être trouver une solution dépassionnée? Écoutez, ça fait un certain nombre d'années que je suis le dossier. Les concertations n'ont pas manqué. Simplement, à chaque fois qu'on change d'élu ou d'interlocuteur, on recommence tout à zéro. C'est pour ça qu'on a pris 15 ans dans ce dossier. C'est un dossier où il n'y a pas eu de décision de prise. Je vous rappelle que après le vote, c'est-à-dire après le 26 juin 2016, où je note en passant qu'il y a eu un recours des opposants pour déterminer le périmètre, et là aussi le Conseil d'État a dit que c'était le bon périmètre. Donc à ce moment-là, on nous a dit bien, on commence les travaux, et puis après, il y a eu une décision d'appel de la Cour d'appel du tribunal administratif, et c'était encore bon. Et on a dit, on va commencer les travaux. Ah oui, mais alors il faut attendre l'Europe. Et l'Europe a dit, c'est bon. Bon, et on arrive aux élections. Donc c'est intolérable. On peut continuer sans fin la décision. Donc il faut maintenant effectivement la prendre. Et puis je voudrais vous dire quand même aussi, dans la commission qui vient de sortir, il y a des erreurs fondamentales. L'aéroport a terminé cette année, au 31 décembre, 5,5 millions de passagers. On nous dit que dans 10 ans, l'aéroport sera à 6 millions de passagers. Donc les chiffres de trafic sont faux. On dit qu'à 2040, on sera à 9 millions de passagers, et la Commission dit, à ce moment-là, l'aéroport sera à nouveau saturé. C'est pas moi, c'est la Commission qui le dit. Mais c'est pas normal. Ça veut dire qu'à 2030, dans les chiffres diminués actuellement, avec 300 000 passagers de plus par an, alors qu'on est à 500 000, on arrive à 2030 une saturation. Donc les solutions qui sont proposées sont des solutions de bricolage pour aller jusqu'à 2030. Et après, on fait quoi ? Yvan Fouquet, on parlait de la méthode du gouvernement, de cette concertation. Elle était nécessaire, ça a été rappelé, il y a quand même eu des consultations qui ont valeur légale. Les travaux auraient peut-être pu commencer. Non, les travaux ne pouvaient pas commencer déjà parce qu'il n'y a pas de permis de construire sur cet aéroport. Il manque quand même un certain nombre de choses, et le rapport de la médiation le rappelle. Il manque beaucoup de choses concrètes. Suspendu par le fait des violences sur le terrain, oui. Non, pas par le fait des violences sur le terrain, par le fait que vous avez des espèces protégées, par le fait que c'est une zone en fait qui est à protéger pour sa biodiversité. C'est une zone effectivement depuis 40 ans ou 50 ans, elle est réservée à cet aéroport, et miraculeusement, elle a été préservée de l'urbanisme. Et donc aujourd'hui, on y trouve en fait une vraie biodiversité, une vraie richesse telle qu'elle était il y a 50 ans un peu près partout. Et cette biodiversité, on l'a à Saint-Aignan-de-Grandlieu avec le lac de Grandlieu. Ce n'est pas la même, et il y a des problèmes à Saint-Aignan-de-Grandlieu. Ils sont bout de piste, excusez-moi. La diversité, c'est quand même ça. On va donner la parole aussi à David Cormand. Donc pourquoi on n'a pas fait cet aéroport ? Parce que je pense que tout simplement, tout le monde sait qu'il est inutile. François Hollande l'a rappelé, on s'était rappelé que François Hollande le disait dans le privé, et c'est la raison pour laquelle on sait que cet aéroport est inutile. Quand vous dites que l'aéroport est en plein centre-ville, c'est totalement faux. Enfin, vous le savez, vous êtes peut-être d'origine de l'Ouest. Il est quand même enclavé. Il est proche, il est à l'extérieur du périphérique de Nantes, il est proche de la ville, et c'est la ville, comme toutes les villes, comme Roissy, qui a rejoint l'aéroport. Mais après, on pouvait préserver aussi ce site-là de l'urbanisation. Mais donc, il n'est pas proche du centre-ville. Quand vous dites que l'aéroport il est important pour le développement de l'Ouest, l'Ouest est aujourd'hui très développé. Il y a une économie qui fonctionne très bien. C'est un des lieux où le chômage est le plus bas en France. Et non, pas le plus bas. Regardez les statistiques. Et si. Et donc, mais on a quand même besoin d'accroître les capacités de Nantes Atlantique. Vous êtes d'accord ? Et voilà, il y a un aéroport qui existe, qui fonctionne bien et qui permet le développement de l'Ouest. Monsieur, David Cormand, peut-être, si vous voulez bien, Alain Mustier. La saturation, quand même, accepter que le trafic monte. Mais le trafic monte, mais bien sûr, partout, le trafic monte dans le monde entier. Mais en 2040, y compris les nôtres. Vous parliez de 2040. Est-ce que vous pouvez prévoir 5,5 millions de passagers à aujourd'hui. Vous étiez, vous, dans vos provisions ? Prévoir l'avenir en 2040, vous ne savez pas du tout où en sera le pétrole. C'est notre rôle.
David Cormand. Mais le pétrole a été à 100 € la tonne et on a continué. David Cormand, sur la consultation et la concertation, la méthode d'Édouard Philippe, là aussi, est-ce que vous sentez qu'il démine le dossier auprès des élus locaux? On ne sait pas encore quelle sera la décision du gouvernement. Il essaie de faire ce qu'il peut, surtout dans une situation personnelle qui n'est pas simple, puisqu'il est dans un parti politique qui, les Républicains, qui très majoritairement soutenait ce projet d'aéroport. Vous savez, mais on le voit à la teneur de nos échanges, c'est devenu un sujet très passionnel parce qu'il est symbolique. Il est symbolique du mode et du type de société qu'on veut construire dans les décennies qui viennent. J'entends ce que vous dites sur le développement d'une métropole qui serait liée au développement d'un aéroport pour son avenir économique. C'est plus que la métropole, c'est toute la région, c'est tout le Grand Ouest. Je réfute ce postulat pour deux raisons. C'est que, je ne suis pas persuadé que dans les temps qui viennent, la présence d'un aéroport soit indispensable pour développer un territoire. Et d'ailleurs, on le constate aujourd'hui, puisque autant la Bretagne que la métropole nantaise sont des territoires, vous l'avez dit, particulièrement dynamiques au niveau économique, et pourtant avec un aéroport qui est celui de Nantes-l'Atlantique. Aujourd'hui, Nantes, c'est la métropole, une des 2 métropoles de France, la plus attractive en France. C'est une des villes dans laquelle, notamment, les habitants de la région parisienne viennent habiter massivement pour sa qualité de vie. Et je pense que c'est lié notamment au fait qu'un certain nombre d'éléments de paysage, de cadres de vie ont été préservés. Et donc ce pari d'un nouvel aéroport en disant « il nous faut notre aéroport de portée internationale pour développer notre territoire », j'ai bien peur que ça soit une vision qui soit en réalité très datée. Et à contrario, les territoires qui seront les plus résilients dans les décennies qui viennent sont ceux qui auront su préserver des spécificités naturelles, d'agriculture plus tournée vers l'environnement. Et c'est ça qui est en jeu dans ce débat. C'est pour ça qu'il est aussi passionnant et passionnel. Et donc, c'est une bonne chose. Je pense qu'on arrive à remettre les choses à plat. Et maintenant, moi, je souhaite du fond du cœur qu'on arrive à renoncer à ce nouveau projet d'aéroport et qu'on traite de façon apaisée la question de ces terres agricoles pour que ça soit un véritable territoire de véritable innovation, celle du XXIe siècle, avec le respect de l'environnement et une agriculture plus paysanne. Alors on parlait de tous les parlementaires qui ont été reçus cette semaine à Matignon. C'est le cas de la sénatrice centriste de Vendée, Annick Billon. Écoutez ce qu'elle disait au micro de Tan Tranui. Est-ce qu'un projet vieux de 50 ans a toujours la même utilité? C'est une vraie question. Il y a le problème de la ZAD également, une vraie question, là d'ordre public, la parole de l'État. Il y a tout un tas de décisions de justice qui sont là aujourd'hui pour dire il faut faire le Notre-Dame-des-Landes. Donc je crois que le Premier ministre est dans une situation quand même, je préfère que ce soit lui que moi. Aujourd'hui, le développement économique est toujours une priorité pour le Grand Ouest. Est-ce que c'est un aéroport à Notre-Dame-des-Landes, mais alors, pour les Vendéens, il doit forcément être accompagné d'infrastructures lourdes, et notamment, l'essentiel, l'infrastructure principale, c'est le franchissement de la Loire. Donc pour vous, en clair, s'il n'y a que l'aéroport, ça ne vous est pas utile? C'est non. Stéphane Vernet, vous pensez que ces consultations vont permettre d'éclairer le choix du gouvernement? On voit que les avis sont très différents selon les provenances, les origines aussi des parlementaires. Je trouve que l'expression de la sénatrice de Vendée est très intéressante. Elle dit je préfère que la décision appartienne au Premier ministre que moi. Bon, voilà. Effectivement, c'est ce que vous disiez tout à l'heure, M. Cormand. On est arrivé à un niveau de passion et de tension tel que de toute façon, la décision qui sera prise, elle sera mauvaise. Ce sera une mauvaise décision parce que c'est un dossier qu'on a laissé s'enquister pendant tellement longtemps. Voilà, il y a le problème de la ZAD. Justement, sur cette ZAD, où est-ce qu'on en est aujourd'hui? On a vu Emmanuel Macron, c'est son courage politique, son autorité qui est aussi en jeu. Est-ce qu'il Je vais vous répondre sur la ZAD. Peut-être juste avant, il y avait un autre point qui était intéressant dans ce que disait la sénatrice, c'est que Madame Billon, c'est que ce qui était envisagé autour du nouvel aéroport de Notre-Dame-des-Landes, c'est aussi l'amélioration des infrastructures existantes. Il y a elle parle du franchissement de la Loire, ça c'est le point de vue des Vendéens. Pour les Rennais, c'est l'axe Rennes-Nantes. La desserte ferroviaire entre Rennes et Nantes est juste catastrophique. Il n'y en a pas, c'est quasiment inexistant. Et le projet, c'était aussi de dire, si on a un aéroport entre les deux, on peut avoir une ligne à grande vitesse. Enfin bon, alors après, il faut la financer, etc. Bon, bref, c'est d'autres problèmes. Mais vous voyez bien que derrière, il y a quand même des enjeux, des stratégies, des besoins d'équipement qui vont au-delà de l'aéroport et au-delà des problématiques nanto-nantaises. Sur la ZAD,
le piège est terrible parce que, si vous voulez, le discours aujourd'hui, on voit bien qu'il y a une alternative qui se dessine, qui revient en force. On voit ce qui se dessine, c'est-à-dire que il est probable qu'à l'arrivée, au bout du bout, on nous dise, puisque l'objectif c'est de doubler le trafic, d'avoir un grand aéroport pour l'Est ou l'Ouest, on peut agrandir Nantes et pas besoin de faire Notre-Dame-des-Landes. Et en même temps, pour reprendre la formule macronienne, le gouvernement est obligé, ou le président est obligé de dire, il faut évacuer la ZAD. De toute façon, quel que soit le choix, il faudra évacuer la ZAD. Il est obligé de le faire parce qu'il en va de la notoriété, de l'autorité de l'État. Et là, ça va devenir très compliqué parce qu'il y a une partie des zadistes qui ne veulent pas partir et qui ne partiront pas comme ça. Alain Mustier, si on vous dit aujourd'hui on évacue la ZAD, mais on choisit cette option d'extension de Nantes-Atlantique, ça vous satisfait ? Mais on n'évacuera pas la ZAD. J'ai la même vue. Il y a une partie des zadistes, il y a 3 catégories zadistes. Il y a les agriculteurs traditionnels qui sont sur place. Il y a un peu les bobos qui sont arrivés gentiment pour faire une agriculture qui essaie de se nourrir. Et puis, il y a les violents. Et les violents ont déclaré que jamais, au grand jamais, quel que soit le projet, ils ne partiraient. Et c'est eux qui posent problème. Et donc, s'il n'y a pas de nouvel aéroport, il n'y aura pas de départ de la ZAD. Et c'est catastrophique. Parce que les agriculteurs qui travaillent dans le coin, c'est pas de cette agriculture-là qu'ils ont envie. C'est pas ça qui nous permettra de nous nourrir avec une nourriture de qualité à un prix que l'on veut. Donc il y a un problème pour l'agriculture. Mais je crois que la Chambre d'agriculture et la FNSA va s'exprimer là-dessus parce que c'est l'avenir de l'agriculture. Mais on ne peut pas théoriser là-dessus. David Cormand, l'évacuation de la ZAD, elle est nécessaire, obligatoire D'abord, M. Mustier a raison, et je le remercie de le faire, de préciser que ce qu'on qualifie comme zadiste, avec y compris des caricatures pour effrayer, vous savez qu'y compris dans des rapports du Parlement, on assimile des militants dits zadistes, écologistes, à des militants régionalistes, à des terroristes islamistes. Il y en a. Non, mais enfin, M. Mustier, vous serez d'accord avec moi que de comparer des militants écologistes dits zadistes à des intégristes terroristes islamistes, c'est quand même un peu excessif. Enfin, excusez-moi, mais j'ai vu quand même vos militants candidates à la présidence. J'ai vu aussi les vôtres quand j'étais à Nantes. Non, jamais, monsieur. Excusez-moi, je vais jusqu'au bout. Allez, par exemple, réouvrir des maisons avec violence. Des candidates qui sont aujourd'hui députés. Il faut l'évacuer, cette ZAD, David Cormand. Je pense d'abord... C'est de la violence, monsieur, quand même. D'abord, Quand on arrive chez vous pour réouvrir la maison, c'est de la violence. Répondez, je pense qu'il faut faire la part des choses entre ce qu'on qualifie de ZAD. La grande majorité des personnes, la très grande majorité des militants et des paysans qui habitent là depuis des années sont des militants ou des citoyens pacifistes qui défendent une cause. Ils sont prêts à quitter les lieux, selon vous, si justement le gouvernement renonce à la construction de Notre-Dame-des-Landes ? Moi, je pense que cela va se faire mécaniquement si la décision d'abandonner le projet d'aéroport à Notre-Dame-des-Landes, mais il faudra le faire avec du temps. Parce qu'il faut comprendre humainement que des gens qui sont venus là pour défendre une cause, une juste cause, y compris pacifiquement, se sont attachés, ont construit leur vie sur ce territoire. Et on ne peut pas, du jour au lendemain, pour faire un truc un peu de compensation, c'est-à-dire de dire, comme on ne fait pas l'aéroport à Notre-Dame-des-Landes, on va pouvoir aller mater les écolos et les virer manu militari. Je pense que le vrai usage de la force, et on parlait d'autorité, la véritable autorité, ce n'est pas faire preuve d'autoritarisme. C'est au contraire construire les moyens pour une sortie apaisée. J'ai vu que M. Mathieu Orphelin, qui est député La République En Marche, et José Bové avaient proposé un plan pour faire un peu ce qui s'était fait au Larzac à l'époque, il y a plus de 40 ans, pour que les choses se passent de façon apaisée et paisible. Je pense qu'il faut vraiment réfléchir à ces options-là. Il y a moyen de faire preuve d'autorité en ayant du tact, de l'apaisement et en évitant la violence. C'est là d'ailleurs la véritable autorité, c'est éviter d'avoir recours à la violence. C'est respecter aussi les décisions de justice. Stéphane Vernet. Ça, c'est une parole raisonnable et ce serait dans l'intérêt de tout le monde. Après, politiquement, il y a un problème. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on dit on ne fait pas Notre-Dame-des-Landes, vous allez avoir l'opposition de droite qui va monter au créneau. Vous avez raison. Et qui va piquer comme ça, aiguillonner le gouvernement en disant regardez, c'est la lâcheté, c'est un manque de courage, les décisions, etc. Et c'est un boulevard pour la droite. C'est-à-dire que, et du coup, politiquement parlant, le gouvernement actuel se retrouverait enfermé et risque d'être tenté de faire une démonstration de force. C'est ce à quoi il faut qu'il résiste. C'est dangereux. Votre position, Yvan Fouquet, sur cette question d'évacuation de la ZAD ? Les médiateurs en parlent très bien en fait dans leur rapport, et quand M. Mustier s'intéresse à l'avenir de l'agriculture,
l'agriculture. Alors je trouve ça formidable. L'avenir de l'agriculture, c'est pas de faire des aéroports sur les terres agricoles. Et l'avenir de l'agriculture... Terres agricoles. Sur les terres, là où vous voulez construire un aéroport. Oui. C'est pas les meilleures terres agricoles. Dans le rapport, lisez-le peut-être ce rapport des médiateurs. Il y a des propositions qui sont faites. Et ce qu'ils disent, c'est qu'il y a des choses qui sont extrêmement innovantes qui se font actuellement sur la ZAD au niveau agricole. Est-ce que vous connaissez l'avenir de l'agriculture, Monsieur Mustier? Visiblement non. Pendant 10 000 ans, l'agriculture s'est faite avec la nature. Je vous demande au gouvernement de préserver vous me dites ça que je connais pas avec la nature, et pendant 50 ans, on a travaillé de manière industrielle l'agriculture. Si l'avenir de l'agriculture, c'est l'agriculture industrielle, effectivement, il y a un problème d'avenir. Vous n'êtes pas qualifié, mon plan. Alain Mustier, on arrive au terme de ce débat. Je disais que vos associations ce matin abattaient leur dernière carte. Est-ce que vous pensez que la décision est déjà prise, que l'aéroport ne se fera pas? Non, la décision, à mon avis, n'est pas prise et je ne vois pas comment M. Macron pourra aller contre ce projet. Nous avons repris pendant la conférence de presse toutes les expressions de M. Macron depuis février 2017. Ça ne laisse pas de doute. Donc, si le rapport des médiateurs apportait quelque chose de nouveau... Pas de doute, l'aéroport se fera, c'est ce que vous pensez. Quelque chose de nouveau. Le président à tenir, vous lui rappelez ses engagements. Absolument. Merci Alain Mustier, merci à vous David Cormand, merci à Stéphane Vernet, merci Yvan Fouquet. Dans le reste de l'actualité, aujourd'hui au Sénat, nouvelle réunion de la conférence de consensus sur le logement, consacrée aujourd'hui à l'accélération de la construction de logements, mais aussi à la simplification des normes de construction et d'urbanisme. Une conférence qui intervient le jour où la Fondation Abbé Pierre épingle certaines communes qui ne respectent pas leurs obligations légales en matière de logement social. Écoutez à ce propos la réponse de l'ancien ministre du Logement, le sénateur Les Républicains du Nord, Marc-Philippe Daubresse. Il est au micro d'Adrien Devellé. Il faut bien distinguer les villes qui manifestement, avec mauvaise volonté, ne font rien pour produire plus de logements sociaux, et il en existe, qui ont des taux inférieurs à 10 voire à 5%, et puis les villes qui étaient proches des 20%, et qui donc doivent redoubler d'efforts et qui parfois ont des gros problèmes de terrain foncier pour en avoir. Il faut fixer les fondamentaux d'un nouveau modèle du logement social qui ne parle pas uniquement du type de logement qu'on construit, mais aussi de la population que l'on veut loger. Où veut-on la loger? À quel prix veut-on la loger? Et qu'est-ce qu'on fait pour les segments les plus fragiles, en particulier les jeunes et les personnes âgées? Et autre réaction d'une ancienne ministre du Logement également, la sénatrice centriste du Nord, Valérie Létard. Avec vous, Saveria Rojek. Bonjour Valérie Létard. Bonjour. Merci de répondre à nos questions. Vous sortez tout juste de cette troisième réunion de la conférence sur le logement, organisée bien sûr par le Sénat. Quelles ont été la teneur des discussions cet après-midi ? Alors d'abord, merci de nous interroger sur cette question qui intéresse nombre de nos concitoyens et saluer bien sûr Gérard Larcher qui a eu l'initiative de proposer au gouvernement de reprendre la direction d'une vraie concertation pour préparer la réforme du logement et un texte de loi que le gouvernement va nous présenter. Troisième séquence, effectivement, parce que ce texte va recouvrir de nombreux chantiers. Celui de la simplification des normes, on le sait aujourd'hui, construire des logements, l'urbanisme, les différentes réglementations sont vraiment lourdes. On a eu une première séquence qui a eu lieu déjà, que Sophie Primas a présidé pour lancer la dynamique. Aujourd'hui, c'est le foncier et l'urbanisme. Beaucoup d'opérateurs privés étaient présents, des collectivités qui ont exprimé aussi leurs interrogations. La place des collectivités, la proximité qu'il faut garder. L'État doit être bien sûr force de proposition, dynamiser tout cela, libérer le foncier, puisque c'est bien l'idée de la table ronde d'aujourd'hui. Comment arriver à mobiliser plus de terrain de façon plus accessible pour construire plus de logements pour nos concitoyens. Alors aujourd'hui, effectivement, le débat, c'est comment trouver un consensus, comment le gouvernement peut entendre ce qui remonte du terrain, et c'est bien cela qu'aujourd'hui cette réunion avait pour objectif de mettre en place. Valérie Létard, et la question du mal logement. 4 millions de personnes dans notre pays aujourd'hui sont sans abri ou mal logées. Est-ce que la réforme va aborder, de quelle façon la réforme va aborder cette question ?
Alors elle l'aborde de nombreuses manières. La première, et ce premier exemple, c'est celui de comment, surtout dans des territoires très denses, très urbains, comme l'Île-de-France, mais aussi toutes nos grandes métropoles, comment faire en sorte de trouver plus facilement du foncier, quelles conditions réunir, quels nouveaux outils mettre en place, comment simplifier les procédures pour faire en sorte que demain, les opérateurs de logement puissent plus rapidement produire du logement. Ce que nous voulons, nous, c'est trouver toutes les voies et moyens de façon très pragmatique pour permettre bien sûr, de créer plus de logements. Nous n'avons pas suffisamment de logements accessibles, sociaux et autres d'ailleurs, aujourd'hui dans notre pays. Et c'est bien le principe de ce que nous faisons, point par point, à toutes les étapes, trouver les solutions pour améliorer les choses. Justement, la Fondation Abbé Pierre révèle que 650 villes ne remplissent pas leurs obligations en matière de logement social. Que faut-il faire pour que tout le monde respecte la loi? Visiblement, les sanctions financières ne suffisent pas. Effectivement, les sanctions financières sont là, elles sont déjà appliquées et utilisées. Oui, mais elles ne suffisent pas. Elles ne suffisent pas, mais ça montre bien aujourd'hui qu'il nous faut continuer à trouver les solutions pour produire. Après, il faut regarder quelles sont en fait, les logiques. Pourquoi un certain nombre de collectivités ne produisent pas de logements? Certaines pour des raisons qui sont volontaires, c'est-à-dire que certaines collectivités ne veulent pas construire de logements sociaux. Et là, il faut les sanctionner plus lourdement? Eh bien, elles sont déjà sanctionnées lourdement, à mon sens, mais nous allons avoir ce débat très rapidement, puisque dès demain, on va parler de ces questions, d'article 55 de la loi SRU, donc cette question-là, mais pas seulement. On voit aussi qu'aujourd'hui, il y a un certain nombre de mesures qui sont prises, par exemple, pour vendre du patrimoine, faciliter l'accession à la propriété, mais ça veut dire qu'on va diminuer le nombre de logements locatifs sociaux. Donc il faudra aussi qu'en face, l'État soit inventif, créatif, et crée les conditions aussi pour qu'on puisse à côté, créer de nouveaux logements locatifs sociaux. Car qui dit vente de patrimoine, dit risque de ne plus avoir assez de logements sociaux. Donc, regardons l'article 55 à cette aune. Absolument, le message est passé. Merci beaucoup. Merci Valérie Létard d'avoir répondu à nos questions. Merci. Merci à vous, Saveria. C'est un nouveau rebondissement dans l'affaire Lactalis. Hier, l'enseigne Leclerc a reconnu avoir vendu des boîtes de lait infantiles, pourtant concernées par le rappel de l'industriel. Cet après-midi, c'est au tour d'Auchan de s'excuser après la commercialisation de boîtes également contaminées. C'est un nouvel épisode qui risque encore d'accroître la méfiance des consommateurs vis-à-vis de la filière agroalimentaire. Cécile Sixou. C'est grâce à une consommatrice que l'affaire des laits contaminés refait surface. Fin décembre, Lactalis retire de la vente des laits pour bébés infectés au salmonelle. Début janvier, la jeune maman s'étonne de pouvoir en acheter dans un supermarché Leclerc. Elle donne l'alerte. Malgré la demande de retrait, la grande enseigne continue de vendre les produits contaminés par la bactérie. Un raté assumé par le directeur général de la grande distribution, Michel-Édouard Leclerc. Moi-même, j'ai été atterré. Je pensais que tout était nickel. Et en fait, c'est suite à des retours de clients, notamment à Seclin, dans les Hauts-de-France, que du coup, j'ai en mode panique, demandé un audit, un état des lieux de tout ce qu'on pouvait trouver en magasin. Au total, 984 boîtes infectées ont été vendues depuis la demande de retrait et concernent 782 clients. Leclerc assure avoir contacté plus de la moitié des personnes concernées, retrouvées grâce à leurs données bancaires ou leur carte de fidélité. Le gouvernement assure de son côté qu'il fera la lumière sur les responsabilités de chacun dans cette affaire. Il faudra déterminer les responsabilités et ça, ce sera fait avec la plus grande, je l'espère, rapidité et sévérité si les responsabilités sont avérées. Mais moi, je veux d'abord appeler ce matin, je profite de l'antenne que vous m'offrez, le numéro vert 01 71 53 51 20 pour des enfants. Si vous avez des enfants qui souffrent de difficultés, vérifiez les lots. Ce numéro vert, il est utile et c'est la santé des enfants qu'il faut préserver. Les responsabilités seront déterminées. Je rappelle que c'est un délit pénal si il y a eu une dissimulation. Pour le moment, on recense une trentaine de nourrissons atteints de salmonellose. Des parents et UFC Que Choisir ont porté plainte. Alain Bazot, président de UFC Que Choisir, est d'ailleurs notre invité. Le face-à-face, c'est tout de suite. Bonjour Alain Bazot, vous êtes le président de l'UFC Que Choisir, votre association de défense des consommateurs qui a choisi de porter plainte pour tromperie contre Lactalis. On apprend donc depuis hier que les magasins Leclerc ont vendu des boîtes de lait pour bébés malgré le rappel des autorités et de Lactalis. Cet après-midi, c'est au tour de Auchan. Comment peut-on expliquer cette faille des distributeurs ?
On peut l'expliquer par le fait qu'il n'y a pas de process de retrait officiel. Une fois que les pouvoirs publics ont ordonné le retrait, c'est à chaque professionnel de la vente de s'organiser pour donner corps et effectivité à la décision. Or, à tout le moins, on se rend compte qu'il y a une espèce de légèreté blâmable, généralisée, parce qu'on a parlé de Leclerc comme s'il y avait l'affaire Leclerc, mais ce n'est pas l'affaire Leclerc, c'est une affaire qui va au-delà. Alors maintenant, on apprend, parce que les consommateurs sont vigilants eux-mêmes, donc ça veut dire que les contrôles des entreprises elles-mêmes ne fonctionnent pas ou n'existent pas. Les contrôles de l'État, une fois qu'il a décidé, contrôler que sa décision est exécutée, on voit bien que ces contrôles, ils existent. La DGCCRF fait son travail avec les moyens qu'elle peut, mais elle peut peu, c'est le cas de le dire. Et donc on voit bien que le système est parfaitement insuffisant. Il va falloir remettre les choses à plat, d'autant que c'est quand même pas la première fois. Je veux dire, je me souviens encore il y a 2-3 ans, sur les détecteurs de fumée. Là, il y avait la généralisation, c'est notre cœur de métier, on avait testé ces détecteurs de fumée et on avait décelé qu'il y en a un certain nombre qui ne décelaient strictement rien. Quand vous dites remettre à plat les procédures, c'est à la fois les procédures de contrôle sanitaire, les procédures de retrait, les procédures d'alerte pour les consommateurs. Là, on était sur la phase, je dirais, de gestion a posteriori, le curatif. Une fois que les lots atteints, contaminés, dangereux, les produits dangereux ont été retirés, quelle est l'effectivité de ce retrait? Donc là, il faudrait sans doute qu'il y ait des procédés d'audit, de certification par des entreprises indépendantes, extérieures, qui pourraient garantir que le process existe dans chaque entreprise au cas où. Pour le moment, ça n'existe pas, ça pourrait être imposé. Ensuite, il ne faut pas oublier qu'il y a le principe de responsabilité. Les entreprises sont responsables, le problème c'est que pas vu, pas pris. Déjà, on a vu les contrôles insuffisants. Pas vu, pas pris, et puis si on est pris, c'est quoi la sanction? Ça doit être une contravention. Donc on voit bien que le système n'est pas opérationnel, n'est pas dissuasif, principe de responsabilité qui ne s'applique pas. Restera le principe de l'indemnisation. S'il y a des victimes, on va suivre de près le caractère possible de l'indemnisation de toutes les victimes. Mais il ne faut pas que ce problème du rappel, des procédures de rappel, masque le problème de fond qui est en amont, qui est le fait que Lactalis ait pu mettre sur le marché des produits contaminés avec la salmonelle, avec un temps, vous vous rendez compte, entre le mois de même janvier, janvier, même avant, janvier 2017, peut-être même avant, et puis il faut attendre la fin de l'année pour que on commence par retirer un lot, après Bruno Le Maire décide de dire c'est pas suffisant, on en retire 600, après Lactalis on retire encore, je sais plus, 750. C'est qu'il y a eu trois périodes de retrait successives. Ça s'égrène comme ça, et puis c'est au gré des révélations, alors des consommateurs eux-mêmes qui s'en rendent compte, mais là, parce que c'est fortement médiatisé, donc les consommateurs sont très inquiets, ils surveillent eux-mêmes, mais il faut savoir que régulièrement, il y a des produits dangereux qui sont retirés et qui n'ont pas la lumière des médias. Et donc, qu'est-ce qui se passe dans ce cas-là? On voit bien que là, c'est un révélateur quand même de dysfonctionnement. Et c'est la raison pour laquelle nous, on a déposé plainte, pour être sûr qu'après l'enquête préliminaire, parce que pour le moment, c'est l'étouffoir. C'est vrai qu'il y a beaucoup de zones d'ombre dans cette affaire, notamment en ce qui concerne les produits retirés, par exemple. Est-ce qu'ils sont stockés? Est-ce qu'ils sont détruits? Quelle est la procédure? Voilà, est-ce qu'ils sont exportés? Bon, on a beaucoup de questions. Quelle est la procédure légale, justement, normalement, la procédure légale, comme ça de produits ça dépend de quel est le motif de retrait. Est-ce que c'est lié à des normes qui sont spécifiquement françaises? À ce moment-là, rien n'empêchera peut-être de l'exporter. Si c'est des problèmes de sécurité sanitaire, je veux dire, ce qui rend malade un petit Français, ça va rendre malade un petit Africain ou asiatique, que sais-je. Donc il ne serait pas logique que ça puisse être exporté. Là aussi, c'est pas sûr. On ne sait pas nécessairement tous les lots, quel est leur devenir. Il y a beaucoup de zones d'ombre, y compris sur le nombre de victimes. On nous dit qu'il y en a 30. 35 nourrissons pour l'instant. 35, bon, on nous dit que c'est bon, ils ont une gastro et c'est terminé. Il y a des témoignages de familles qui disent non, ça fait 3 fois que je retourne à l'hôpital. Est-ce que tout le monde a été bien repéré? Un mot justement sur la démarche de l'enseigne Leclerc qui a tenté de contacter la moitié des clients susceptibles d'avoir acheté ces produits contaminés. Quel regard portez-vous sur cette démarche? Ça c'est une bonne démarche de contacter les consommateurs, mais c'est pas suffisant. Là je veux dire, Michel-Édouard Leclerc est au milieu du gué. Il joue la transparence, c'est un homme de communication. Il demande pardon, il fait son mea culpa, ça ne suffit pas. Pourquoi ne dit-il pas quels sont les magasins? Il y a 190 ou 200 enseignes Leclerc. Apparemment, il n'y en aurait que 10-12 qui sont concernés. Pourquoi ne dit-il pas
Lesquels 12? Du coup, ça jette l'opprobre sur tous les magasins. Tous les consommateurs Leclerc partout en France se posent des questions, alors qu'ils ne se les poseraient plus si on savait que c'est tel magasin. Du coup, voilà, je trouve que la gestion n'est pas parfaite, y compris par Leclerc. Alors, on est tombé un peu à bras raccourcis sur Leclerc parce que c'est le premier. On voit bien que ce n'est pas une affaire Leclerc, que c'est une affaire des grands distributeurs. Intermarché, un consommateur a relevé qu'il avait acheté un lot, et il y en a d'autres, et c'est peut-être pas terminé. Donc finalement, tout le monde dit « Oh, mes excuses, on ne va pas s'arrêter à des excuses. Il faudra rendre des comptes sur des responsabilités et des indemnisations s'il y a des victimes. » Ces responsabilités, vous parliez de Lactalis, il y a aussi peut-être un silence assez étonnant de la part du ministère de l'Agriculture, par exemple? Oui, bon, mais il n'est pas là. Je pense que c'est le ministère de la Santé qui avait la main, parce qu'il y a un enjeu de santé publique. La liste des lots, elle est sur le ministère de la Santé, peut-être de l'Agriculture aussi, je ne sais pas, mais la logique, c'est le ministère de la Santé. C'est vrai qu'on pourrait s'attendre à ce que les pouvoirs publics, eux aussi, jouent davantage à la carte de la transparence. On a eu les œufs contaminés au fipronil. On avait demandé à ce qu'il y ait de la transparence, ça a été long, à ce qu'on réunisse les organisations de consommateurs, qu'on fasse le point avec elles. Bon, j'appelle de mes voeux que toutes les instances publiques, le ministère de l'économie qui avait pris les choses en main, évidemment, il y a la Direction générale concurrence-consommation qui est sur le terrain, effectivement, le ministère de l'Agriculture, le ministère de la Santé, et qu'il y ait beaucoup plus, qu'on ne minimise pas trop. On comprend bien qu'il y a des enjeux économiques. Il ne s'agit pas justement de jeter l'opprobre sur tout le monde, mais la meilleure façon de ne pas jeter l'opprobre sur tout le monde, c'est de dire les choses. Car malgré tout, cette crise, Alain Bazot, c'est quand même un épisode qui accroît finalement la défiance et la méfiance des consommateurs vis-à-vis de la filière agroalimentaire. Ben, clairement, c'est vrai. Et encore une fois, les consommateurs méritent mieux. Alors qu'on sort des états généraux de l'alimentation. On sort des états généraux de l'alimentation. On a beaucoup parlé du revenu agricole parce que c'était un sujet majeur, mais on voit bien qu'on a peut-être du coup laissé de côté des enjeux côté consommateur, d'avoir une nourriture fiable, saine, et puis des procédures adaptées aux situations de crise, et pas des révélations comme ça, un coup le Canard enchaîné, un coup le Parisien, et c'est au gré des révélations de la presse que le dossier avance. Ça n'est pas tolérable en 2018. Donc il faut une remise à plat des contrôles, on l'a entendu. Exactement, Alain des sanctions Bazot. et des... Merci beaucoup Alain Bazot, président de l'UFC Que Choisir, d'être venu sur ce plateau. L'autre temps fort de l'actualité aujourd'hui, c'est ce contexte tendu pour Gérard Collomb, le ministre de l'Intérieur, qui présentait ce matin ses vœux à la police nationale depuis Rouen. Le ministre a promis 196 millions d'euros pour rénover des commissariats et des effectifs en plus, mais il n'a pas précisé les contours de la future police de proximité. Cela inquiète pourtant les syndicats et Louise Grégoire. Une policière au sol rouée de coups, 2 policiers agressés à Champigny-sur-Marne. La police nationale attendait aujourd'hui des réponses fortes de la part du ministre de l'Intérieur. Et lors de cette traditionnelle cérémonie de vœux, Gérard Collomb a tenté de rassurer les forces de police. La République n'acceptera que l'on roue de coups une policière. Jamais la République n'acceptera qu'on insulte des femmes et des hommes qui consacrent leur existence à servir leurs compatriotes. Ce déferlement de haine, d'ailleurs, ce n'est pas la France. De tels actes seront toujours poursuivis avec la plus grande fermeté. L'agression de 3 policiers à Champigny-sur-Marne a provoqué une vive émotion au sein de la profession. Afin de dénoncer ces violences, des rassemblements ont été organisés un peu partout en France. Mais 3 ans après Charlie, les images de 2015 de cohésion et d'unité semblent désormais bien lointaines. Au caractère répétitif de ces incidents s'ajoute un manque de moyens et d'effectifs régulièrement dénoncés par les syndicats. Gérard Collomb vient d'annoncer la création de 1400 postes supplémentaires en 2018, alors que l'expérimentation de la police de sécurité du quotidien doit commencer début février. Et on va tout de suite prendre la direction de la place Beauvau où nous attend Mickaël Zamès. Mickaël, les consultations avec les syndicats de policiers viennent de se terminer. Est-ce qu'ils ont obtenu gain de cause? Est-ce qu'ils sont rassurés par les propos du ministre de l'Intérieur, Gérard Collomb?
Rassurés, on leur demandera peut-être dans un instant. Regardez juste derrière moi, tous les journalistes sont présents au rendez-vous pour attendre la conférence de presse du directeur général de la police nationale après ce rendez-vous avec les syndicats de police. Syndicats qui, on a rencontré à l'instant dans les couloirs, nous disaient en quelques mots que le ministre les avait entendus, les ministres avaient essayé de les rassurer, mais que pour l'instant, évidemment, ils attendaient les actes. Et les actes, ils tardent à venir. Il y en a eu certains ce matin, comme le sujet le rappelait juste avant moi, notamment sur un plan matériel, sur un plan humain, sur un plan financier, ce qui était effectivement très important. Mais les syndicats demandaient évidemment des réponses fortes, notamment en termes de justice et de police, après les agressions, notamment à Champigny, au moment des fêtes. Et ils demandent également, pour certains, comme le syndicat Alliance, le retour à des peines planchées qui avaient été annulées sous François Hollande. Donc c'est un retour aussi qui est demandé par la droite. D'autres syndicats, comme le syndicat FO, qu'on a pu rencontrer un petit peu plus tôt dans l'après-midi, demandaient, eux, une réponse significative en termes de justice, à savoir 6 mois de prison en cas d'agression sur les forces de l'ordre. Vous voyez, ils demandent des réponses fortes en termes de police, mais surtout de justice. Ils demandaient aussi la présence de la ministre Nicole Belloubet lors de ces négociations, qui n'était pas là, visiblement. On va attendre peut-être quelques minutes, quelques instants, la réponse du directeur général de la police nationale, le préfet Éric Morvan. Et puis on en saura peut-être plus dans un instant. Et puis on rencontrera les syndicats juste après, syndicats qui restent quand même un petit peu sur leur faim. Merci à vous, Mickaël. On vous retrouve dans un instant. Mes invités sur ce plateau pour prolonger ce débat, Philippe Dominati. Bonjour, merci d'être avec nous. Vous êtes sénateur Les Républicains de Paris. Pascal Salvodelli est également avec nous. Bonjour, vous êtes sénateur communiste du Val-de-Marne. Merci d'avoir accepté notre invitation. Christian Moina, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous, sociologue au CNRS. Vous êtes également directeur du Centre de recherche sociologique sur le droit et les institutions pénales. Et j'accueille enfin Christophe Rouget. Bonsoir, vous êtes commandant de police chargé de communication au sein du syndicat des cadres de la sécurité intérieure, c'est le SCSI-PN. Merci à tous les quatre. Première question justement pour vous, Christophe Rouget, puisqu'on a vu à la fois ce matin les vœux de Gérard Collomb, cette réunion ce soir des syndicats sur ces agressions policières. Est-ce que vous pensez qu'il y a eu des actes forts au-delà des mots aujourd'hui de la part de Gérard Collomb? Des actes forts, nous allons voir. La réunion est encore en cours. Les vœux de ce matin, j'allais dire, quand vous êtes policier, on a un peu toujours l'impression d'entendre les mêmes. Les envolées lyriques, la compassion pour les fonctionnaires de police qui sont blessés, on les entend depuis des années. Une chose est sûre, depuis 30 ans, les violences sur les agents dépositaires de l'autorité publique ont triplé. Ce n'est pas un phénomène nouveau, ce n'est pas quelque chose qui vient d'apparaître. Les violences en 2016 sur les policiers commises avec une arme ont augmenté de 60%. Donc les faits sont là. Le quotidien, c'est des policiers qui sont victimes d'agressions, qui sont victimes de violences. Qu'est-ce qu'on peut faire? Il faut maintenant des réponses structurelles. D'abord la justice. Oui, bien sûr, il faut des peines, mais déjà appliquons celles qui existent. Elles sont suffisamment fortes. Encore faut-il les appliquer. Ensuite, il faut prendre des mesures de fond pour restaurer l'image de l'État. Parce que quand on parle des policiers, il y a aussi les pompiers qui ne font pas de répression, qui sont victimes de ces violences. Donc il faut des images positif pour restaurer cette police nationale, avec des locaux qui permettent d'accueillir la population correctement, des véhicules qui soient corrects, et redorer cette image. Le policier, c'est un citoyen au service de ses concitoyens, qui fait de la prévention, qui fait aussi de la répression, mais la répression, elle est au service des autres, pour éviter que des délinquants ne viennent nuire à leur vie. Pascal Salvodelli, quelle réponse le gouvernement peut-il apporter justement à cette colère grandissante des policiers après des agressions? On a évidemment en tête les images de Champigny. D'abord, il y a une colère des policiers. Et il y a une colère un peu sourde de beaucoup de gens, je pense les hôpitaux, voilà. Donc je dis ça parce que voilà. Alors pardon Pascal Salvodelli, puisqu'on va retourner, si vous le voulez bien, peut-être en direct de la place Beauvau, où on écoute le directeur général de la police nationale, Éric Morvan. D'abord, les statistiques des policiers blessés en service chaque année. 6 000 policiers chaque année en moyenne sont victimes de violences, et dans ce chiffre, plus de la moitié d'entre eux sont chaque année blessés. Les policiers ne sont pas des héros, ne cherchent pas à l'être. Ils ont fait savoir simplement qu'ils souhaitaient que leur personnalité d'hommes et de femmes soit respectée dans un pays qui se veut civilisé, et que soit respecté aussi l'uniforme qu'ils portent et qui est porteur de l'autorité de l'État. Ils ne demandent pas spécifiquement des
modification importante du droit positif qui existe déjà et qui permet beaucoup. Ils sont en revanche en attente d'initiatives qui pourraient permettre et garantir à la fois la célérité de la réponse et l'effectivité des peines qui sont prononcées. À cet égard, le ministre de l'Intérieur travaille actuellement avec la garde des Sceaux et ne ferme aucune porte à des évolutions législatives qui pourraient conduire à ces deux objectifs, la célérité de la réponse et l'effectivité de la peine. C'est en ce sens que M. Collomb et que Mme la garde des Sceaux vont travailler et travaillent déjà pour apporter effectivement des réponses concrètes à ces deux préoccupations. Je vous remercie. Voilà pour cette déclaration du directeur général de la police nationale. Il a rappelé effectivement les besoins de célérité de la réponse, mais aussi d'effectivité de la peine pour peut-être mettre un terme au sentiment d'impunité. On en parlait, Pascal Savoldelli, qui parfois règne au sein des forces de l'ordre quand il y a eu des agressions de policiers. Oui, je le disais tout à l'heure, il y a une colère des policiers, il y a aussi une colère plus générale qui n'est pas forcément prendre des formes différentes. Je pense on peut parler d'hôpitaux en danger, on pourrait... M. Rouget a évoqué les pompiers, il a raison. D'abord, dire une chose, c'est que voilà, on a des situations qu'il faut faire attention, il faut réagir à l'actualité, et en même temps, il faut de la culture, il faut des connaissances, et il faut instruire la question. Je connais bien la ville de Champigny. Cette ville-là, en 2016, on supprime un quart des effectifs du commissariat. Là, vous voyez, il y a une décision concrète. Vous le dites, il faut des éléments concrets. Par la riposte des élus locaux, on obtient qu'il y en ait 14 postes de sauvés. Le propriétaire du lieu où il y a eu ces actes inacceptables, et qui doivent être sanctionnés. Il y avait une mise en demeure depuis plusieurs années pour cessation d'activité. Il n'y a eu aucune réactivité. C'est-à-dire que, vous voyez, voilà, il faut traiter les questions en mettant tous les éléments pour, évidemment, la sécurité étant la première des libertés. Et la question des peines, il faut, et là je partage totalement votre propos, il faut qu'elles soient effectives. Sans modification du droit, pardon. Dans des surenchères, il faut qu'elles soient effectives, il faut qu'elles soient effectives dans l'énoncé de la sanction, dans les places pour les condamnés, et dans une suivi aussi. Vous voyez ce que je veux dire ? Voilà, il y a une interrogation à toute la société avec les problèmes qui nous sont posés là. Christian Moina et ensuite Philippe Dominati. Oui, je crois qu'il y a quand même une difficulté qui est de prendre la justice comme bouc émissaire pour tous les problèmes qui touchent la police. On a l'impression qu'on botte en touche. On va dire c'est une affaire de peine plancher ou autre. Si ça suffisait de renforcer les peines contre les personnes qui attaquent les policiers, ça se saurait. Ça fait quand même à peu près 15 ans qu'on a sans arrêt des nouveaux textes de loi qui renforcent les peines. On a des magistrats qui condamnent de plus en plus, on a de plus en plus de gens en prison, et notamment quand les policiers sont... Comment vous expliquez ce sentiment d'impunité parfois qui règne chez les policiers agressés, c'est pour ça, disent-ils... Oui, mais je pense que là... s'entraînent aux forces de l'ordre. C'est une vraie question, parce qu'en général, les gens qui passent au tribunal pour avoir agressé des policiers sont plutôt traités très sévèrement par la justice, plutôt plus sévèrement que s'il s'agissait d'une agression contre quelqu'un qui n'était pas membre des forces de police. Donc, contrairement à cette image, et c'est là où c'est intéressant de poser cette question-là, c'est effectivement pourquoi les policiers se sentent si mal, pourquoi les policiers se sentent mal aimés alors que 76-80% de la population dit les apprécier. C'est là où on sent qu'il y a ce décalage entre ce que ressentent les policiers et la réalité de ce que pense la population ou ce que pense la justice de la police. Philippe Dominati, c'est vrai que le taux de réponse pénale est de 95% en cas de violence commise par un majeur contre une personne dépositaire de l'autorité publique. C'est 12% de plus que dans les autres cas de violence. Alors comment expliquer justement ce décalage, ce ressenti des policiers ils ont ce sentiment d'impunité lorsqu'ils sont agressés? Effectivement, on considère que le volet judiciaire n'est pas nécessairement bien traité dans notre pays, mais il y a effectivement aussi une question de commandement concernant la police et une priorité des missions. Et c'est mon point de vue. La police ou la sécurité intéresse tous nos concitoyens depuis la vague du terrorisme et la vague migratoire, c'est-à-dire seulement depuis 3 ans ou 4 ans. Avant, ce sont les sujets économiques, le chômage. D'un seul coup, tout le monde s'intéresse à la police, et c'est tant mieux. Et par contre, il y a des solutions différenciées. Le précédent président de la République
avait parlé des effectifs dans l'urgence, et il y avait presque une union nationale face à la crise du terrorisme, dans un premier temps, pour voter les budgets. Malheureusement, les effectifs, ils se sont faits au détriment du fonctionnement et de l'investissement. Et cela a été dit tout à l'heure. Effectivement, aujourd'hui, nous avons à peu près le même nombre d'effectifs qu'il y a 10 ans. Vous prenez le budget 2016 par rapport à celui de 2006. Par contre, vous avez 10% de fonctionnement en moins, voire 15% par endroit. Autrement dit, à chaque fois qu'on a créé un agent supplémentaire, ces derniers temps, on a supprimé une voiture de 3 agents, c'est une voiture de police en moins par rapport à il y a 10 ans. Alors, on a des effectifs, mais ils n'ont plus les moyens de travailler. Ils n'ont plus les moyens de s'entraîner à partir du mois de septembre, au tir par exemple. Et finalement, le commandement est un peu démuni parce que les locaux sont plus que vétustes, les véhicules n'avancent presque pas. Malgré les annonces ce matin, vieillit, Philippe Dominati, justement, rénovation, un plan de rénovation des commissariats, des effectifs supplémentaires, c'est ce qu'a annoncé Gérard Collomb ce matin. Ce que l'on pouvait attendre, c'est qu'au moment de l'alternance du pouvoir, il y ait une rupture, il y ait un nouveau projet, il y ait une nouvelle méthode, il y ait de nouvelles annonces. On sait très bien dans quelles conditions difficiles vis-à-vis des forces de sécurité l'ancien pouvoir a terminé. Les syndicats sont allés jusqu'à l'Élysée, ils sont allés place Vendôme. Il ne se passait pas 3 mois sans qu'il y ait des difficultés avec les personnels de sécurité, que ce soit la police ou la gendarmerie. Et on pouvait s'attendre qu'avec un nouveau président de la République, une nouvelle Assemblée nationale, il y ait une rupture et de nouveaux objectifs, une redéfinition des objectifs. Et ça a été dit tout à l'heure, ça n'a pas eu lieu. Il y a une sorte de continuité. Et une continuité dans les hommes, une continuité dans le commandement, une continuité dans la mission. Et une grande déception que nous avons vécue au Parlement, tout groupe confondu, à l'exception du groupe de la majorité présidentielle, c'est que le budget est inférieur, pour un budget régalien, à la progression du budget de l'État, et cela pour les 3 prochaines années, dans la loi pluriannuelle. Alors c'est difficile d'avoir un discours qui dit notre mission... Il n'y a pas de mieux, Christophe Rouget, quand même, malgré tout, dans les annonces des les enveloppes annonces, c'est toujours les mêmes. Qui sont débloquées, les effectifs supplémentaires. Le problème, c'est les annonces. C'est que certains syndicats sont quand même satisfaits et disent qu'on essaie quand même d'améliorer les choses. Je vais vous prendre un exemple. Les annonces, nous sommes habitués, et comme vous l'avez dit, M. Dominati, nous avons été reçus par le président de la République en avril 2016 avec des annonces, un plan sécurité publique, et nous avons annoncé des accords sociaux parce qu'il y avait une gronde dans la police. La première des choses qu'on vient de faire, c'est notre ministre de nous dire on va reporter ces accords sociaux, qui sont pour toute la fonction publique, mais aussi pour les policiers, en reporter certaines mesures. En matière de soutien, on fait mieux. Vous voyez, les policiers, on leur avait promis quelque chose et tout d'un coup, la parole de l'État est bafouée. Le problème, c'est ces annonces où on annonce tant de millions pour construire des commissariats. Moi, je préférerais que les ministres viennent sur les plateaux et disent combien de commissariats ça va représenter. Parce que souvent, ça représente 3 ou 4 commissariats. Donc, nous avons besoin d'une loi de programmation pour avoir un cap qui soit fixé et des moyens qui soient constants. Aujourd'hui, on n'a pas des budgets par rapport au reste de l'Europe qui sont supérieurs au niveau européen. Ils sont même un petit peu inférieurs. Donc je crois qu'il faut qu'on ait véritablement une loi de programmation et surtout, il faut changer les choses. Et j'espère que la police de sécurité du quotidien va le permettre. On a créé des millefeuilles de services qui ont obéré la présence sur le terrain. Et la procédure pénale, par exemple, s'est complexifiée. Et du coup, vous avez tout un tas de paperasserie et plus de policiers sur le terrain. Alors, on va revenir à cette question de la police de proximité dans un instant. Une loi de programmation, Pascal Savoldelli, en tant que parlementaire, vous souscrivez à cette idée ? Totalement. D'ailleurs, un petit bémol avec mon collègue Dominati, c'est qu'il le sait, notre groupe a proposé une loi pour habiliter la police de proximité. Tous les articles n'ont fait l'objet d'aucun amendement. Donc je pense aussi que les politiques, il faut qu'on affronte la question aussi. C'est pas la même chose, la police du quotidien et la police de proximité. C'est ce que rappelle justement le groupe communiste, citoyen et écologiste qui fait une proposition. Il ne s'agit pas de prendre ou laisser, vous voyez. Mais on travaille, quoi. On l'amende. Et pas pour d'autres raisons, on vote contre, ce qui a été le cas de votre groupe, Monsieur Dominati, de voter article par article, vous avez voté contre. Après, moi, on me dit les annonces. Écoutez, moi, je vais parler de ce que je connais, mon département. Moi, voilà, j'apprends que les commissariats devraient être fermés au public la nuit à Charenton-Alfortville, que la brigade anticriminalité d'Ivry devrait être reportée sur le site de Vitry. Donc, je vous le dis. Il y a le propos général où je trouve qu'on parle trop de ces questions en termes de communication et de division entre les gens, plutôt que d'apporter des éléments de réponse. Voilà. Après, il y a une autre question qui nous est posée aussi, c'est peut-être ce que vous vouliez dire, monsieur Moinal, sociologue, c'est que
je pense qu'on est dans une vraie crise de sens et de légitimité aussi. Et ça interpelle l'État. À la fois dans des réponses sur les moyens, les formations, les lieux, le travail administratif de la police et le travail de prévention et aussi de répression de la police. Vous voyez, il faut qu'on fasse un saut qualitatif sur dans quelle société on a envie de vivre. Voilà. Sinon, on va aiguiser les doutes, les peurs et délégitimer ce qui est quand même la première des libertés, qui est la sécurité. La réponse... Oui. Mais je pense qu'effectivement, on parle beaucoup d'effectifs, d'argent, etc. Mais au-delà de ça, puisqu'il y a quand même beaucoup de pays européens où on dépense beaucoup moins pour la police et où il y a moins ces problèmes d'affrontement avec notamment les jeunes dans les quartiers difficiles, ça pose quand même question. Je pense qu'il y a un vrai problème qui est celui de la stratégie. On vient d'en parler un petit peu. On parle jamais... tous les présidents condamnent le retour à une police de proximité. Pourtant, la police de proximité, quand elle a été supprimée, elle était plébiscité par l'ensemble des élus locaux, qu'ils soient de droite ou de gauche à l'époque, et par 90% de la population. Donc c'est quand même dommage d'avoir eu alors la police de proximité était critiquable, il y avait des choses à améliorer, mais c'était une démarche qui parlait aux Français, qui rencontrait un certain écho. On a pu voir qu'il y avait un impact positif dans certains lieux particuliers et qu'on l'a supprimé pour des raisons politiques, peu importe. Et aucun gouvernement n'a le courage de revenir là-dessus. Alors, on va voir avec la police de sécurité du quotidien. Je vous propose d'écouter ce que en disait Édouard Philippe, le Premier ministre, sur la définition, car les contours restent flous, de cette future police de sécurité du quotidien. La police de sécurité du quotidien, c'est de meilleurs outils, plus de présence sur le terrain, des procédures plus rapides. Donc je pense que c'est un élément de la réponse. Mais encore une fois, il n'y a pas une seule réponse. Il y a des éléments d'une réponse globale et efficace. Plus de policiers sur le terrain, des procédures qui seront simplifiées, qui seront accélérées, une grande sévérité, je le redis, une grande sévérité judiciaire et pénale face à ce type de comportement. C'est l'ensemble des réponses qui vont permettre d'apporter une solution. Christophe Rouget, les contours restent flous de cette future police de sécurité du quotidien. Ça ne remplacera pas d'ailleurs la police de proximité. Qu'en attendez-vous ? Pour l'instant, ça reste très flou. Effectivement, nous, on attend justement l'occasion de clarifier les missions. Parce que ce qui s'est passé jusqu'à présent, c'est qu'on passe d'une priorité à une autre priorité. Les policiers, on leur fait une priorité sur les cambriolages, 2 mois après, une priorité sur tel autre sujet. Et donc, on ne s'arrête plus. Il faut savoir ce qu'on veut de la police au quotidien. La police au quotidien, c'est la sécurité publique. Sauf qu'on l'a délaissée pendant des années. Pourquoi ? Parce qu'il y a eu le terrorisme, donc les renforts sont arrivés vers ces services-là, et on s'est retrouvé avec de moins en moins de policiers pour exercer des missions. Mais par exemple, sur les tâches indues, tous les ministres successifs se succèdent. On a eu 4 ministres l'année dernière, en 2017, en disant les tâches indues, on va les régler. Ça fait 10 ans, on ne les a jamais réglés. Si vous voulez avoir une patrouille de police, en même temps, elle ne peut pas faire la garde, par exemple, de quelqu'un à l'hôpital ou d'un prisonnier qui va dans un tribunal. Il faut savoir ce qu'on veut. Et là, c'est l'occasion, avec la police du quotidien, de mettre en place de nouvelles missions, de clarifier ce qu'on veut, parce que l'on ne le sait pas, de simplifier les structures. On a une police qui est divisée, et de mettre en place quelque chose de nouveau. Ça peut échouer, cette police de sécurité du quotidien, Philippe Dominati. Dans le contexte actuel, on voit que c'est un climat plutôt tendu, plutôt lourd. Écoutez, de toute façon, ça mérite d'être essayé. Le problème, c'est que le président de la République reçoit des hauts responsables de la police de toute la France pour leur annoncer ça au mois d'octobre. Nous étudions le budget au mois de décembre. Il n'y a pas un euro prévu pour l'année 2018 dans le budget pour la police de sécurité au quotidien. Donc on pose la question au ministre de l'Intérieur. Il dit non, c'est sous forme d'expérimentation. Donc c'est en tâche supplémentaire par rapport aux missions actuelles de la police. D'expérimentation ou de substitution, on va voir. On ne sait pas, c'est flou. Les tâches indues, j'ai proposé un amendement, chers collègues, qui était de 340 millions d'euros pour améliorer le fonctionnement de la police. En faisant quoi ? En supprimant les 340 postes, le dernier arbitrage du gouvernement sortant, le seul tribunal de France qui va être gardé par les policiers, c'est à Paris, c'est le nouveau tribunal dans le 17e arrondissement, c'est 340 postes. C'est 340 postes qui devraient, comme dans les autres villes de France, être sur le ministère de la Justice. Non, c'est la police qui d'un seul coup va avoir les tâches indues. Ça représente 6000 postes de policiers, les tâches indues. Donc c'était des sujets qu'on pouvait mettre sur la table. Pour l'instant, ça n'a absolument rien changé. Il n'y a pas eu de rupture dans ce nouveau budget par rapport aux missions du commandement précédentes. Et d'ailleurs, c'est en partie naturel, puisque ça avait été défini conjointement auparavant.
Pascal Savoldelli, qu'attendez-vous vous, de cette police de sécurité du quotidien? Vous rappeliez cette proposition de loi des communistes qui a été rejetée pour un retour d'une police de proximité. Visiblement, ce n'est pas la même chose. Moi, j'écoutais le Premier ministre, puis je participe à ce débat. Moi, ce que j'attends, c'est que l'exécutif national précise, en termes de prévention, d'abord de prévention, de dissuasion et de répression, le rôle et la place de la police dans la société française. C'est extrêmement important. Parce que, vous voyez, il faut qu'on ait un rapprochement entre les policiers et la population française. Et donc, c'est dans cet ordre-là, c'est les 3 missions données à la police, qui sont la plupart du temps exercées dans des excellentes conditions, mais néanmoins quand même avec des effets quand même pas toujours positifs. On a quand même des tensions. Après, je le dis ici parce que j'entends beaucoup parler, je suis un enfant de la banlieue. Il faut arrêter de dire tout et n'importe quoi sur la banlieue. Vous voyez, la ville de Champigny, c'est 3 médaillés olympiques que nous avons tous applaudis, issus des quartiers dits populaires, comme on dit. Donc, vous voyez, il faut faire attention aussi quand on dit les zones à risque, les zones à tout ça. Dernière chose que je veux dire à mon collègue, c'est que, qu'est-ce que vous voulez? Quand on décide qu'on est dans c'est le grand mot à la mode, la trajectoire, moins de 3% du déficit public, des dépenses publiques. Il y a un moment, ça tombe sur les policiers, ça tombe sur les hospitaliers, ça tombe sur l'école. Voilà, faut aussi qu'on assume ça. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a bien un moment. Et ce n'est pas une excuse. Mais quand je parlais tout à l'heure de légitimité, je vais prendre un exemple. Quand vous avez des gens qui volent des milliards, vous délégitimez le policier. Vous délégitimez la police. Vous voyez, je veux dire, il faut qu'on y mette à la fois des éléments concrets de réponse sur prévention, dissuasion, répression, et en même temps, on voit bien qu'on a un sujet qu'il faut complètement attraper avec ce qu'est la société aujourd'hui. Il faut faire un diagnostic précis de notre société et regarder vers quelle société on veut aller. Vraiment. Christian Moina, sur l'émission de la police, est-ce que vous êtes surpris qu'on a encore ce débat aujourd'hui? On est 3 ans après les attentats de Charlie Hebdo, où on avait vu un mouvement sans précédent de soutien, de solidarité envers les forces de l'ordre. Le climat a complètement changé, selon vous? Mais le climat n'a pas changé, puisqu'on a toujours à peu près entre 70 et 80% des gens qui, aussi bien il y a 3 ans que maintenant, apprécient la police. On a beaucoup de gens qui apprécient la police. Ils n'ont jamais affaire à la police, ils n'ont pas de problème de sécurité, ils apprécient la police, il n'y a pas de raison. En revanche, on sait très bien qu'il y a des zones où il y a d'extrêmes tensions entre les policiers et en particulier les jeunes qui habitent dans ces quartiers-là. Ça pose la question des contrôles d'identité, qui sont une pratique qui pose réellement question, puisqu'on sait que ça ne sert pas à lutter contre la délinquance. Il y a très peu de délinquants qui sont attrapés à travers les contrôles d'identité, si ce n'est des consommateurs de stupéfiants, et ça pose la question aussi de la dépénalisation. Donc on voit bien que tous ces sujets sont liés. Mais encore une fois, il est normal que la police soit respectée. La vraie question qui se pose, c'est pourquoi n'est-elle pas respectée actuellement? Alors on peut dire les gens ne sont pas éduqués, etc. Mais on voit bien qu'il y a une forte demande de police, et y compris et surtout dans ces quartiers dits sensibles ou difficiles. Enfin, chacun mettra l'étiquette. Le problème avec les étiquettes, c'est qu'elles stigmatisent en même temps. Mais attendent d'aller demander à ces gens-là ce qu'ils attendent, quelles sont leurs priorités, et de répondre à ces priorités. C'est pas à la place Beauvau de décider pour tous les quartiers de France, à la même heure, au même jour, quelles seront les priorités. C'est ça le problème essentiel. Nous avons une police hyper centralisée, trop centralisée, avec une tête qui prétend savoir ce qui va se passer dans les 36 000 communes de France, où on peut multiplier le nombre de quartiers concernés. On a 400 ou 500 quartiers difficiles. C'est avec cette police du quotidien, justement, que le gouvernement veut décentraliser ça? Mais à condition, il ne réussira qu'à condition qu'il accepte de mettre en place les outils où des outils avec lesquels la population pourra exprimer quelles sont ses attentes. Le problème du policier, c'est que très souvent, il est replié sur son institution parce qu'il a l'impression qu'on le déteste, il connaît pas les gens, et c'est donc cette ouverture qui est nécessaire pour surmonter ce que vous appelez la fracture police-population. Ouais. Vous souscrivez à ces propos, Christophe Rouget? Tout à fait, il n'y a pas une fracture avec la population, et dans la majorité des cas, ça se passe très bien, la population nous soutient. Après, on a une difficulté dans certains endroits, pas forcément dans les quartiers, et là, il faudra trouver une solution. Si on veut réussir cette police de sécurité du quotidien, il faudra d'abord éradiquer, par un moyen ou un autre, c'est le politique qui va le déterminer, ces problèmes de trafic de stupéfiants. Quand vous allez dans une cité, si vous mettez aujourd'hui 2 policiers en patrouille, ça ne se passera pas bien, on le sait. Donc si on veut réussir la police du quotidien, il faut remettre les effectifs au bon endroit,
rétablir un lien en travaillant avec tous les partenaires de la société. Et il faut que ces jeunes de ces endroits qui ne nous aiment pas retrouvent ce goût. Quand on était jeune, on avait envie d'être peut-être policier ou pompier. Mais il faut que ces jeunes-là, il y ait une culture où de nouveau ces métiers soient valorisés, du service public, pour que des gens aient envie de faire ça et qu'ils aient du respect pour le policier, comme on le retrouve dans certains pays, et que notre mission ait un sens dans notre pays. Eh bien, merci pour ce dernier témoignage, Christophe Rouget. Merci à vous, Christian Moina. Merci, Philippe Dominati. Et merci, Pascal Savoldelli. C'est la fin de cette édition. Merci à vous tous de l'avoir suivi. À 18h30, votre rendez-vous On va plus loin, présenté par Rebecca Fitoussi. Très bonne soirée et à demain, horaire exceptionnel, 16h30.